Bonjour à tous. Je vais vous présenter une partie un peu délicate qui est l'analyse des tables rondes qui ont été réalisées au cours de ces différents congrès de notre société savante depuis qu'elle existe. C'est CSAEC 2013. Alors, vous allez voir que je n'ai pas pu tout analyser puisque tout n'était pas accessible. Mais déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est une table ronde? Alors, j'ai demandé à la commission scientifique. Il n'y a pas de définition. Donc, j'ai regardé dans Wikipédia, il y a une définition. Et la table ronde, c'est une forme de réunion ou d'assemblée dans laquelle les participants débattent d'un sujet en exprimant différents points de vue, ce qui est assez flou. Finalement, là-bas, c'est un peu ce qu'on fait, même si on a un point de vue relativement convergent aujourd'hui. Mais en pratique, dans la société savante, il y avait quand même un peu une règle, c'était que ça servait à faire une évaluation globale d'une pathologie ou de pratique. Et puis, en général, mais ce n'était pas toujours le cas, ça comportait une série de patients. Voilà. Alors, quand on regarde depuis 2010, il y a eu 53 tables rondes ou conférences, parce qu'au début, c'était pas tout à fait identifié avec les mêmes terminologies. Et donc, il y avait des choses qui n'étaient pas appelées tables rondes. Et en pratique, depuis 2017, il y a 3 tables rondes authentifiées par an, il me semble, et qui abordent des sujets relativement divers. Alors, comme je ne me rappelle plus qui a parlé, je crois que c'est Steven qui a parlé des thèmes abordés, il y a pas mal sur la déformation, beaucoup sur le rachis lombaire dégénératif, sur le rachis dégénératif en règle générale. Il y a un petit peu de traumato, et puis après des sujets plus rarement abordés, comme les pathologies neurologiques, les pathologies tumorales, l'infection, et un petit peu de sujets de complications ou de qualité à la fois méthodologique, mais des soins en règle générale. J'ai pu analyser 21 tables rondes, soit 39% des tables rondes ou des conférences qui ont été réalisées, parmi lesquelles il y avait 6 études prospectives, 10 rétrospectives, 3 tables rondes qui comportaient des études de l'une et de l'autre, et puis 2 tables rondes qui en fait étaient des revues de la littérature. Quand on regarde finalement ce que ça incluait, il y avait 398 patients inclus en médiane dans ces tables rondes, ce qui est quand même pas mal, par 7 centres en médiane, avec une médiane d'inclusion, c'est-à-dire le temps qu'on autorisait au centre pour inclure, c'était 4 ans, et puis une médiane de suivi de 1 an, qui n'est pas toujours tout à fait adapté à la question posée. Et puis, ça a amené à 30 publications. Alors, il est probable que je sois passé à côté d'un certain nombre de publications. Le tableau n'est pas tout à fait compréhensible, mais en pratique, il y a une table ronde qui a publié 5 publications, une qui a publié 4 complications, et puis la majorité des tables rondes, c'était 1 ou 2 publications, avec une grande partie des publications qui étaient publiées dans OTSR. Donc, comme l'a dit Steven, il n'y avait pas toujours un rendement de la publication qui était très fort et des journaux avec des impact factors élevés. Je vais faire rapide, mais les principales difficultés qu'on rencontre dans les tables rondes, c'est un peu celles qu'on vous a présentées aujourd'hui. Alors, premièrement, c'est le champ de la recherche. Est-ce qu'on s'est posé la question de ce qu'on cherchait au départ? Alors, la réponse n'est pas non, bien sûr, mais en tout cas, c'est qu'au départ, il y avait souvent plein de questions qui étaient posées. En moyenne, il y a 4 questions et demie par table ronde pour une étude. Et donc, évidemment, c'est rarement faisable, ce d'autant plus que les questions posées, elles se recoupaient sur des champs qui étaient complètement différents, à la fois l'évaluation pronostique de tel ou tel facteur, mais aussi l'évaluation thérapeutique des traitements qu'on mettait pour la maladie en question. Les designs des études n'étaient pas adaptés souvent à la question posée ou aux questions posées, comme on a vu, puisqu'il y a plusieurs questions. En pratique, il y avait 100% d'études observationnelles. En grande majorité, elles étaient rétrospectives et on n'avait quasiment jamais de flowchart. C'est-à-dire que c'était impossible de savoir pourquoi les patients avaient été inclus et surtout pourquoi ils n'avaient pas été inclus. Il y a régulièrement une insuffisance de moyens. Alors, je vais vous citer quelques tables rondes, notamment celles dans lesquelles j'ai participé. Un recul trop court. Alors, celle-ci, par exemple, l'arthrodèse pour l'évaluation des syndromes jonctionnels après arthrodèse pour scoliose. On voit qu'en pratique, après 1 an, on perd 50% des malades. Bon, donc, évidemment, ça va être difficile de savoir s'ils ont des syndromes jonctionnels proximaux, puisque c'est une complication qui arrive de temps en temps tardivement. Il y a de temps en temps des études, des effectifs trop faibles. J'ai utilisé cette table ronde parce qu'elle avait été à la fois extrêmement bien conduite, et puis par ailleurs qu'elle avait recruté le plus grand nombre de patients. C'était la table ronde sur le drainage en chirurgie du rachis dégénératif. Il s'avère qu'il y avait énormément de pratiques, de pathologies étudiées, de
de sous-groupes et que finalement, ce n'était pas toujours possible de voir des différences parce qu'il y avait des trop petits effectifs. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouvait régulièrement. Et puis, enfin, même si on savait un peu quels étaient les patients inclus, même s'ils étaient relativement bien définis, très souvent on les perdait de vue, ou alors il y avait des données manquantes parce qu'il manquait une radio, parce qu'il n'y avait pas le questionnaire, etc. Ça, c'est une table ronde dans laquelle j'ai participé sur les syndromes extrapyramidaux. Et en fait, à 1 an, on perdait 10% des patients. Et donc finalement, on n'arrivait pas à conclure. Les conséquences de ça, c'est que le niveau de preuve qu'on arrive à avoir de ces tables rondes, il se situe ici, sur des séries de cas. Et évidemment, ce n'est pas toujours possible de répondre à la question ou aux questions qu'on avait au départ. Un peu d'aspect positif, il y a des efforts récents qui ont été réalisés quand même. Et on voit que parmi les études prospectives, 4 sur 6, c'est-à-dire une grande majorité, ont été réalisées dans les tables rondes récentes. Il y a un soutien méthodologique qui a été proposé récemment. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas par le polymère des hôpitaux de Lyon. Et puis, les commissions scientifiques, les 2 dernières, se sont attachées à donner des échéances plus importante aux coordonnateurs de table ronde, de manière à ce qu'ils puissent l'organiser correctement et puis avoir à la fois une inclusion et un suivi meilleur. Mais néanmoins, il reste des limites à ces tables rondes, à la fois parce que les thèmes sont souvent trop larges à aborder. Alors, je ne vous ai pas mis les sujets des tables rondes à venir. Enfin, vous verrez, si vous vous intéressez au sujet, que ils reflètent de multiples questions. Il y a des contraintes méthodologiques qui sont faibles, adressées aux coordonnateurs de table ronde, j'en ai fait partie, et notamment les protocoles demandés sont pas toujours très exigeants, et puis il y a des ambitions excessives qui sont demandées aux coordonnateurs de table ronde, d'apporter des réponses à la question posée ou aux questions posées, alors que ce n'est pas toujours faisable. Voilà, je vais laisser Guillaume qui apportera des propositions pour ça, et je vous remercie de votre attention.